Tout d'abord, je tiens à remercier Marie-Noëlle Vacheron et Romain Desgraviers de m'avoir invité à parler aujourd'hui dans le cadre de cette journée autour de la parentalité et de la représentation du handicap dans la société. Donc après avoir écumé la presse à la recherche d'articles abordant le thème de la parentalité dans le handicap, j'en suis arrivée au constat alarmant que ce n'était pas traité. J'ai donc redoublé d'efforts et quelques articles ont attiré mon attention, ceux concernant notamment la stérilisation forcée des personnes en situation de handicap. Un sujet tabou qui peine à émerger, mais qui reflète à mon avis assez bien finalement la représentation dans la société de ces femmes que l'on a privées pendant des années au droit d'être mère. Donc il semble qu'en France et partout dans le monde, les gouvernements et les institutions aient préféré stériliser des personnes, parfois au mépris de la loi, comme souvent, plutôt que de mettre en place une réelle politique de prévention et d'accompagnement de ces personnes en situation de handicap autour de la question de la parentalité. Donc, je vais donc tenter de faire un petit tour d'horizon de cette question de la stérilisation forcée chez les personnes souffrant de handicap et plus précisément de la manière dont ça a été traité dans la presse. Donc le 17 avril 1996, il y a le Comité national d'éthique qui rend son avis sur la question de la stérilisation des handicapés mentaux. Donc d'après lui, une demande de stérilisation faite par des tiers d'une personne handicapée n'est pas d'emblée recevable. Les autres modes de contraception doivent être privilégiés. Là-dessus, c'est assez clair. Il ajoute aussi une attention prioritaire doit être prêtée aux souhaits de la jeune femme. In fine, la décision devrait être collégiale, mais les centres agréés en très petit nombre doivent être les seuls habilités à pratiquer de telles opérations. Mais la réalité est vraiment tout autre, puisque sur l'ensemble des femmes en âge de procréer, près de 900 000 sont stérilisées, soit 7%. D'entre elles, notait le comité d'éthique. Et parmi elles figurent des femmes en situation de handicap mental léger ou lourd, ainsi que des personnes souffrant de schizophrénie. Donc quelques mois plus tard, après cet avis du comité d'éthique, les langues se délient. Il y a des parents qui parlent, des médecins aussi, mais des éducateurs surtout. Donc alors qu'en France, la loi interdit toute stérilisation, considérée comme une mutilation, même avec le plein accord des personnes, l'Ordre des médecins a ouvert quelques portes. Donc il n'interdit pas si, par exemple, la grossesse met la vie de la mère en danger, mais aussi si la personne est atteinte d'affections mentales, sans pour autant préciser lesquelles. Donc une zone de non-droit qui a conduit à la stérilisation de nombreuses femmes, comme le révèle Sylvie Bolvet, une éducatrice girondine. Donc les chiffres sont assez impressionnants, c'est Libération qui révèle ça, même s'il est difficile d'extrapoler à l'échelle nationale, parce que cette éducatrice, elle a regardé ça au niveau de la Gironde, en fait. Et au niveau de la Gironde, 33% des femmes sont stérilisées contre leur gré, mais ce chiffre double lorsqu'elles vivent en foyer. Donc, ce qui pourrait se traduire par plus on est pris en charge, plus on est stérilisé finalement. Et l'autre constatation qui est intéressante, c'est qu'il y a à peu près autant de femmes qui n'ont pas de contraception. Il y en a 36%. Et ces dernières, elles vivent plutôt dans leur famille. Donc il pourrait s'agir d'une même volonté finalement dans ces deux démarches, tout ou rien, soit on stérilise, soit on fait l'impasse. Et un constat qui a à nous mettre en lien certainement avec le tabou autour de la sexualité et du handicap. Alors, un an plus tard, en août 1997, Libération révèle le scandale des stérilisations forcées dans les pays scandinaves. On y apprend qu'une politique eugéniste règne dans l'Europe du Nord. Ainsi, plus de 62 000 personnes auraient été stérilisées en Suède par la contrainte entre 1935 et 1967. En Norvège, le ministre de la Santé évoque 2000 stérilisations et elles concernaient principalement des personnes souffrant de maladies mentales et plus précisément des femmes. Les autorités finlandaises, elles, font état de 1704 stérilisations. Et depuis 1970, cette loi qui a été créée en 1930, qui autorisait la stérilisation sans consentement des personnes souffrant d'un handicap mental ou psychique, a été abrogée, donc seulement en 1970. Sauf qu'en Finlande, on continue, la législation autorise encore la stérilisation sans consentement chez les personnes souffrant d'un handicap mental profond. Donc ces pratiques, bien sûr, ne sont pas sans rappeler les campagnes de stérilisation forcée organisées par l'Allemagne nazie sur les handicapés mentaux dans le cadre de la politique eugéniste menée dès l'accès au pouvoir d'Hitler. Ces campagnes s'inscrivaient dans une voie de stérilisation eugénique destinée à prévenir la reproduction des humains considérés comme inférieurs et socialement indésirables. Donc cette politique, elle fut quand même concrétisée par la stérilisation de 350 000 personnes
considérées comme porteuses et procréatrices de maladies héréditaires incurables, mettant en péril la survie du peuple allemand. Parmi ces stérilisés, un très grand nombre étaient des malades mentaux, puisque la maladie mentale était à l'époque considérée comme héréditaire. Donc ainsi, au moins 70 000 malades mentaux, et probablement beaucoup plus, furent mis à mort car ils étaient considérés comme chroniques incurables. La plupart souffraient de schizophrénie. Donc ces stérilisations suivies avec la participation active des psychiatres universitaires, des hospitaliers, des libéraux, car les médecins avaient largement à cette époque adhéré à l'idéologie nazie. Si on revient plutôt dans les années 90, donc un mois plus tard, cette révélation dans la presse des Pugas scandinaves, en septembre 97, il y a une interview dans le journal satirique Charlie Hebdo de Nicole Diederich, une sociologue spécialisée dans le handicap mental qui remet sur le devant de la scène médiatique ces pratiques de stérilisation, mais cette fois-ci en France. On a prospecté un peu, on l'a dénoncé, et puis là on regarde un peu ce qui se passe chez nous. Donc il n'existe pas de chiffre officiel de cette pratique illégale, mais la sociologue révèle dans cette interview qu'elle a adressé un questionnaire à 133 établissements d'Île-de-France. Elle a eu seulement 86 réponses, mais parmi ces 86 réponses, le résultat est quand même inquiétant parce que 52 institutions avouent pratiquer parfois la stérilisation, 6 souvent et 28 jamais. Donc à la suite de cette révélation, Martine Aubry, qui était ministre de l'Emploi et de la Solidarité, et Bernard Kouchner, qui était secrétaire d'État à la Santé, demande à l'IGAS, donc l'Inspection Générale des Affaires Sociales, de lancer une enquête sur la stérilisation des femmes handicapées mentales sévères en France. Dans son article, le journal Libération estime que 30 000 stérilisations féminines sont pratiquées chaque année en France. Quelques jours plus tard, c'est le journal L'Express qui saisit cette affaire. Et en octobre 97, au niveau de la médiatisation, il y a quand même le directeur général de l'Union nationale des associations de parents et de personnes handicapées mentales et de leurs amis qui est invité dans l'émission télé La Marche du siècle. Puis plus rien. De nouveau, un silence assez assourdissant autour de cette question. Seul le journal Charlie Hebdo va, en mars 98, publier un article sur le rapport de l'IGAS qui vient d'être rendu à Bernard Kouchner. Il faudra attendre 98 pour que Libération saisisse également ce rapport qui fait état de stérilisation abusive en France, surtout auprès des femmes. Donc à l'époque, l'IGAS a conclu à environ 500 cas de ligature des trompes par an sur la base de données déclaratives. En raison de la clandestinité du phénomène, il se peut donc que le nombre réel de personnes opérées ait été bien supérieur. L'IGAS insiste pour que les autorités rappellent qu'il y a des sanctions pénales à la clé, que la stérilisation n'est possible que sous stricte indication médicale, et comme le dit le code de déontologie médicale, lorsque la santé de la mère est directement menacée. Il précise aussi qu'un tel acte doit être exceptionnel et ne doit pouvoir être effectué qu'avec une autorisation judiciaire. Dans son rapport, l'IGAS insiste donc sur cette nécessité de promouvoir et de diffuser des moyens de contraception diversifiés. Donc pour l'IGAS, ça passe par un développement de la formation et de la recherche médicale française, trop monopolisée par la contraception orale hormonale. Car pour l'IGAS, il n'est pas envisageable d'interdire à des femmes qui souhaitent consciemment un enfant d'être enceintes, même si leur état mental laisse présager de graves difficultés. Dans le cadre de la préparation des travaux du programme régional de santé d'Île-de-France 2018-2022, il nous a semblé qu'il était intéressant de réfléchir à la situation. Quelle est la situation en Île-de-France de l'accès aux soins des personnes, donc des femmes, l'accès aux soins gynécologiques des femmes en situation de handicap, mais aussi les difficultés que rencontraient les professionnels, etc., etc. Donc faire déjà un état des lieux pour pouvoir dégager des pistes de réflexion et des actions. Le tout, c'est pas uniquement de faire un état des lieux, mais c'est derrière proposer quelque chose qui va marcher. Et pas quelque chose uniquement pour présenter un diaporama, parce que ça, c'est quelque chose d'assez visuel. Donc, d'ores et déjà, nous avons réfléchi avec justement l'Institut Montsouris. À l'époque, c'est pas si vieux quand même, c'était il y a un an et demi, c'était M. Cohen, qui est le prédécesseur du docteur Louis Sylvestre, et puis avec M. Lizard de la Pitié, et puis avec l'UCIF,
l'Union des soins et services d'Île-de-France, qui est devenue Vivacare, à comment faire émerger cet état des lieux. Donc c'est ce que donc je vous présentais, et je finirai par vous présenter en effet également sur quoi surtout cela a débouché, et en particulier une étude dont vous avez probablement entendu parler, qui est une étude de l'intervention de sages-femmes dans l'établissement médico-sociaux qui est en cours, et puis je finirai par un programme beaucoup plus large sur les autres actions. Non, merci, on va continuer. Donc des constats, bien sûr, le premier sur un focus sur le constat, l'ampleur des dégâts, on va dire, l'étude en gynéco, et puis après, bien sûr, toutes les perspectives dont je vous parlais. Donc juste quelques chiffres du handicap en Île-de-France. Ma foi, c'est pas une population bien sûr anecdotique, parce que vous avez quelques chiffres, 40 000 ici, 40 000 enfants, 130 000 adultes, et puis également des personnes plus âgées, de 0 à 59 ans, etc., et au-delà, des personnes handicapées également vieillissantes. Donc une population importante qui soit est au domicile, soit en établissement médico-sociaux. Et une population qui a peu ou de manière très sporadique accès aux soins. Manque d'accès, d'accessibilité aux soins, oui. Ça concerne les soins de premier recours, soit la médecine générale. C'est vrai qu'un handicapé psychique, c'est difficile, les troubles du comportement, handicapé physique, même également d'avoir accès à la médecine générale pour diverses raisons, que ce soit la prévention de l'handicap. Je ne parle pas de l'accessibilité des locaux. Il y a des investissements qui ont été très importants, même en ville, pour les médecins généralistes. C'est vraiment une méconnaissance de part et d'autre. Je ne sais pas comment faire, je ne sais pas, ça prend trop de temps également. Il y a aussi un modèle financier qui fait qu'on abordera à plusieurs reprises que le handicap n'est pas une population qui, parfois en ville, est très, entre guillemets, lucrative. Sur ce soit péjoratif, bien sûr, pour nos confrères. Soins bucco-dentaires également, bien sûr, un manque d'accès, que malgré les réseaux régionaux, il y a un réseau Rhapsodif qui intervient dans les établissements médico-sociaux, peu d'accès aux soins, et souvent des soins compliqués, notamment, imaginez, sur des autistes, avec troubles du comportement, des soins compliqués, donc, qui nécessitent une prise en charge très particulière. Et puis, soins gynécologiques. La vie gynécologique d'une femme, c'est, bien sûr, avant la puberté, de la puberté, jusqu'à la ménopause et après. Donc des soins gynécologiques et un accès aux soins gynécologiques tout au long de la vie des femmes, non, ça n'existe pas réellement. Donc c'est ce dont je vais vous parler. Et puis bien sûr, le vieillissement également, tout ce qui est manque d'accessibilité, toute cette population, y compris pour nos femmes handicapées, tout ce qui est ostéoporose, dépistage mammaire, etc., ça n'existe pas. Et puis je vous en dirai deux mots également, tout ce qui est lien entre ville et hôpital, l'absence de continuité, l'absence de... Indépendamment des centres de référence de maladies rares, tout ce qui est d'accès aux soins normal pour l'hôpital, c'est toujours compliqué. Constat, moindre accès gynécologique, pour les rapports, il y a plusieurs rapports, le rapport Pifto, le rapport de M. Pascal-Jacob également, il y a des enquêtes, enquêtes gynéco, etc. Et puis maintenant, en effet, on a cette étude, dont je vais vous présenter les résultats, qui conforte, qui met en exergue, même si c'est sur un panel, une cohorte de femmes qui est limitée, mais des constats de déficit d'accès aux soins. Alors, cette étude avait 4 objectifs. D'ores et déjà, ce qu'on voulait faire, c'est recenser l'offre de soins de droit commun, qui est accessible à vous comme à moi, en gynécologie, mais qui est utilisée pour les femmes en situation de handicap. Analyser les besoins des femmes, donc il fallait quand même avoir accès aux femmes, quels étaient leurs besoins, les besoins des professionnels, donner la parole également aux professionnels, et puis identifier en regard, bien sûr, toutes les problématiques, leur donner la parole, les besoins certes, mais quelles étaient les problématiques réelles. Méthodologie. Ce qui nous intéressait, je parle sous le contrôle de Mme Perrotte, qui est sage-femme, qui est là-bas, à gauche, qui en effet nous a bien aidé pour monter ce protocole également. Alors, ce qui nous intéressait, c'est d'avoir quand même une idée sur tout ce qui était soins de prévention, dépistage, l'accès aux soins normaux, c'est-à-dire les consultations gynécologiques, mais également les urgences.
la maternité, des conseils sur la contraception et la sexualité. Donc vous voyez un panel très large sur tout ce qui concerne la vie gynécologique des femmes. On a interrogé et on a envoyé des questionnaires dans tous les hôpitaux des 8 départements, des professionnels également en ville, médecins généralistes, gynécologues, sages-femmes, radiologues, et puis dans 4 départements avec des particularités différentes en termes d'offres, on va dire cela, et de caractéristiques selon, vous connaissez certainement l'IDH2, donc des paramètres qui permettent de définir la richesse ou non d'un en termes d'accès aux soins d'un département. On a sélectionné 4 départements avec un envoi de questionnaire aux femmes allocataires via les CEPAM et puis des établissements médico-sociaux. Des questionnaires, donc 80, je crois, c'est 80% des hôpitaux ont quand même répondu, ce qui était une bonne chose et assez surprenant. Donc ils ont joué le jeu, ils ont répondu. Par contre, on a été vraiment très très déçus par tous les professionnels de ville, malgré les relances, que ce soit les gynécologues, les médecins généralistes, clairement. Le handicap, le questionnaire, ça n'a pas vraiment parlé. Donc on a eu très peu de réponses. Une bonne réponse par contre des sages-femmes, mais entre guillemets c'était un peu biaisé parce qu'en fait on avait en effet nos collègues qui étaient là et qui ont bien sûr largement diffusé le questionnaire. Mais c'était intéressant quand même pour l'étude dont je parle ensuite, qui est l'étude en gynéco en pratique, de sonder d'ores et déjà cette profession pour savoir si on pouvait des questionnaires aux établissements médico-sociaux avec des focus group, etc. Et puis on a eu 1000 femmes qui ont répondu au questionnaire. Donc ça c'est intéressant, parce que c'est une cohorte quand même assez exceptionnelle. Et donc des données qualitatives, on a fait des entretiens, des collègues, des focus group, dont on leur a donné la parole, l'association de patients, établissements médico-sociaux, les spécialistes pour savoir un peu qu'est-ce qu'ils en pensaient. Donc vous voyez une méthodologie assez complète. Quels sont les résultats? Offre de soins. Alors, l'offre de soins nous a permis d'ores et déjà d'identifier un panel de professionnels, comme vous avez compris à l'hôpital de manière préférentielle, mais pas uniquement en ville, en PMI et les sages-femmes. Et ça nous a permis de réaliser un annuaire. Un annuaire disponible sur le site de l'ARS et qui est disponible aussi sur le site des sages-femmes, avec, je n'ai pas amené quelque chose d'interactif, mais vous trouverez tout ce que je vous présente, vous l'avez à la sortie sur la table, les posters, etc. Vous cliquez sur, grâce au lien, vous cliquez sur une petite icône et vous avez le type de structure, les coordonnées, le type de handicap que la personne accueille, etc. C'est un premier pas pour cet annuaire à viser des femmes en situation de handicap, qu'elles soient en ville ou en établissement médico-social, pour construire un maillage sur le territoire. Voilà, c'est une capture d'écran, malheureusement elle n'est pas très lisible, mais vous avez... donc là c'est Lucille Pénipio, je ne sais pas où elle est d'ailleurs, mais à Paris, et qui est sage-femme et qui reçoit et prend en charge des personnes en situation de handicap. Chaque petite icône est une personne, enfin professionnelle. Les besoins des femmes en situation de handicap. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, 1000 femmes ont répondu, ce qui est important. Il y a 4 CEPAM. 58% sont âgés de 40 à 59 ans. Je vous donne les résultats en gros, toute la cohorte, je ne peux pas vous les détailler. Néanmoins, il faut savoir quand même, quand vous passez par les CEPAM, ce ne sont pas les mêmes populations en termes de handicap que dans les établissements médico-sociaux. On a beaucoup plus de handicap moteur, acquis, ou sclérose en plaques, etc., psychique également. Ce ne sont pas des polyhandicapés. Donc on a quand même des personnes qui ont répondu au questionnaire parce que leur handicap leur permettait. Elles ont une profession, donc employées, 65% quand même sans profession, leur handicap ne leur permet pas. Mais elles ont un niveau, vous voyez, 30% d'un niveau d'études supérieures. Donc, mais néanmoins, ce qui est à souligner, c'est ce panel de 1000 personnes qui ont pu répondre à ce questionnaire. Alors, 58% nous disent qu'elles ont un suivi gynécologique régulier, en ville en général. Donc 88% sont très satisfaites. C'est ça, ouais, très satisfaites. 23% de contraception, et puis 8% expriment un désir de grossesse. Donc ça, c'était intéressant. 25% par contre, là, si on s'intéresse à tout ce qui est frottis et mammographie, quand même les deux gestes, les deux examens importants pour une femme, 25-26% n'ont jamais de frottis, et sont des femmes bien sûr âgées de plus de 20 ans, on a respecté la réglementation, et 86% n'ont jamais de mammographie. Et ça, c'est pas étonnant. Les mammographes adaptés aux handicapés
où le dépistage, le repérage, la prescription pour les femmes en situation de handicap, c'est pas fait. Par contre, ceux qui ont une contraception disent qu'elles n'ont pas de difficulté, 85% d'accès à la contraception. À partir du moment où elles font la demande, et là ça correspond en effet aux personnes avec handicap moteur. Tout ce dont notre collègue, le journaliste, a parlé tout à l'heure est en effet la réalité. C'est vrai que le handicapé psychique, etc., a moins d'accès à toute forme de contraception. Dans notre panel, il y avait 310 femmes qui ont pu mener à terme une grossesse, spécifiquement porteuses atteinte d'un handicap moteur. Pas de difficulté d'inscription à la maternité. Par contre, oui, 50% des difficultés liées à leur handicap de communication, de formation du personnel. On va beaucoup en parler, mais on retrouve toujours les mêmes problématiques. 40% de suivi de préparation, ce qui était intéressant. Et puis, pour un bénéfice, bien sûr, elle se trouve avec le bénéfice. En tout cas, naissance bénéfique, ça veut dire que c'est vrai qu'il y a une plus-value de cette naissance dans leur vie quotidienne. Pas de difficulté particulière en cas d'urgence gynéco-obstétricale, sauf toujours ce problème de communication avec les professionnels. Que ce soit autour du handicap, communication ne veut pas dire forcément que vous avez affaire à une personne handicapée, 10 communicants, mais autour du handicap. Comment je dois m'y prendre, examiner, etc. Donc le dépistage dit positif, il y a l'aspect de l'engagé qui est assez étonnant. On dit que c'est positif chez les médecins quand on trouve quelque chose, et c'est négatif quand on ne trouve rien. Par rapport au langage commun, quand même, c'est une interprétation qui est assez étonnante. Vue de l'extérieur, moi j'ai beaucoup marqué par ça parce que j'ai utilisé un petit peu mes stagiaires psychologues pour le recrutement dans le cadre de cette étude, et c'était frappant combien, quand elles assistaient aux échographies, elles étaient marquées par le vocabulaire qu'on peut utiliser. Alors nous, en tant que médecins, on a l'habitude, mais c'est là aussi qu'on a pu voir ces antagonismes qu'on peut avoir avec les parents, même si on les accompagne, même si on dit qu'ils ont un consentement libre et éclairé et qu'ils comprennent bien tout ce à quoi on les soumet. Et on le voit bien dans les quelques études qui existaient un petit peu avant cette étude qu'on a faite sur les soft marqueurs. D'abord, le niveau d'anxiété qui était relevé dans toutes les études pour des situations où il y avait des anomalies échographiques, avec la question de l'incertitude du pronostic qui prenait une place très importante dans la présentation des parents. Et tout ce que reprochaient finalement les parents, c'était la question de l'information. Je crois que ça ressort, c'est ressorti de beaucoup de situations où il y a eu des procès, un procès, où c'était finalement le défaut d'information qui avait été condamné, et pas le fait qu'on ait trouvé un handicap. Et c'est ça aussi qui angoisse clairement les parents, ça on peut le dire, c'est cette incertitude, c'est le fait que quand l'échographiste dit bien ça, suspend son geste, là, on va dire il y a une tension qui est palpable entre les uns et les autres, et tout ce qui va être dit par l'échographiste à ce moment-là va laisser une trace physique très importante chez les parents, et vous retrouvez, pas mal de quelques psychistes ici, 40 ans après, les parents sont encore capables de vous dire ce qui a été dit à ce moment-là. Et ça met aussi une pression à l'échographiste très importante, et donc le stress aussi de l'échographiste et sa propre représentation du handicap possible, elle est fondamentale à ce moment-là. Et vous avez des phrases définitives qui sont dites, surtout n'achetez pas d'habits, attention, de toute façon vous allez faire une IMG, vous n'allez pas faire des enfants quand même, voilà. On sent bien qu'il y a quelque chose là, de l'ordre aussi de l'émotionnel du côté du soignant, sur lequel il faut travailler. D'ailleurs, depuis cette étude, on a essayé de travailler avec M. Domer sur la formation, en particulier des échographistes, à la question de l'annonce. C'est un problème qui existe partout en médecine, à tous les niveaux, mais c'est vrai que là, il y a un impact à la fois sur l'enfant à venir et sur les parents et sur leurs interactions qui sont très, très, très importantes, donc on a voulu mettre ça en évidence. Donc là, c'est une petite idée, c'est cette citation de M. Donald sur finalement combien de femmes ça touche, et vous voyez que ça touche
énormément de femmes. D'abord le dépistage combiné du premier trimestre, le fameux HT21, on est à 3 à 5%. C'est nous, les somaticiens, qui mettons la barre, puisqu'on met les normes. On dit, voilà, à partir de tel millimètre de la nuque épaisse, on va dire qu'on est sur la suspicion. Ça ne veut pas forcément dire que l'enfant est malade, mais c'est là qu'on va alerter. Et donc ça, c'est nous qui le décidons, mais avec du coup des taux qui sont très, très élevés. On va toucher en gros 5-10% de la population générale. C'est quand même énorme. Donc en gros, et en plus, il y a la perception du professionnel qui dit bon bah j'ai vu ces petites choses-là, c'est pas très grave, moi je pense que ça va bien se passer, et puis la perception de la femme. C'est-à-dire, elle rapporte, c'est beaucoup plus, 2 sur 3 qui rapportent une anomalie suspectée qui augmente leur anxiété, ce qui n'est pas forcément corrélé à ce qu'on va trouver dans le dossier médical. Parce que il y a des femmes qui ne vont pas être très stressées par le diabète gestationnel, et d'autres pour lesquelles ça va prendre une ampleur très importante. Et ça, c'est vrai que le somaticien qui est en face, il ne peut pas évaluer ça. Il faut chacun être à sa place, c'est compliqué. L'échographiste qui fait l'échographie, il découvre le dossier médical comme ça, des fois il ne l'a pas. Et puis la partie psychologique, l'état psychique dans lequel cette femme et son couple, souvent il n'a quasiment pas d'informations, sauf un peu en vie quand il les suit depuis longtemps, ce qui n'est vraiment pas la majorité des situations, en particulier avec la difficulté de trouver un échographiste au jour d'aujourd'hui. Donc, pourquoi c'est si important? L'annonce, il y a plein de situations qui sont problématiques en médecine. Pourquoi s'intéresser à cette question d'annonce en prénatal? D'abord, on est dans un état psychique très particulier pour la femme, qui a été très bien décrit depuis de nombreuses années. Il y a un phénomène de mise en place de relations d'objets virtuels à discipline dissociée, c'est-à-dire une relation primaire qui existe dès la conception et parfois même avant la conception, quand on a des situations où ces mamans qui ont eu du mal des parents qui ont eu du mal à avoir des enfants, on sent bien que la question d'enfant imaginaire est déjà là dès le début du processus pour accéder à la maternité. Donc ça peut être très important. D'où cette question parfois, je pense aux questions de M. Le Maire, mais est-ce qu'il faudrait faire une étude sur est-ce que c'est plus traumatique de faire l'IMG au premier trimestre, au deuxième trimestre, au troisième trimestre? Mais le problème, c'est que ça ne dépend pas de ça. Ça dépend de l'investissement de la grossesse pour ces femmes. Et ça, c'est effectivement quelque chose qu'on peut évaluer en tant que psychisme, mais qu'effectivement, souvent, l'obstétricien n'a pas comme information. Donc, chez toutes les femmes, on est dans cet investissement, on va dire, un peu classique, où il n'y a pas eu forcément de difficulté pour accéder à la maternité, enfin à la conception déjà. Plusieurs phases d'investissement psychique qui ont été bien décrites et qu'on peut un peu associer parfois aux 3 trimestres, puisque les échographies viennent aussi ponctuer les choses, et on sent bien d'ailleurs qu'il y a un petit décalage avec le papa, qui lui investit d'une manière à un rythme un petit peu différent, mais que ces échographies d'ailleurs pour le père sont souvent des moments forts d'investissement du bébé, qui sont plus sensibles à la question de l'image. Donc, il y a plusieurs capacités qui vont être questionnées pendant cette grossesse, la capacité bien sûr à concevoir, mais aussi à faire grandir en bonne santé. C'est là, en fait, on se situe sur ce moment psychique si important. Et on sent bien que là, le passé des grossesses précédentes ou des grossesses dans la famille peuvent avoir un impact très important. Des mamans qui vont beaucoup s'inquiéter s'il y a eu la sœur, la cousine qui ont eu des difficultés. Par exemple, bien sûr, on a une grossesse qui est beaucoup plus tendue que quand tout s'est bien passé dans la famille et que les autres grossesses se sont bien passées. Et puis, bien sûr, faire naître en bonne santé les choses. Donc, si l'échographie est rassurante, on est plutôt sur un renforcement du lien. Mais par contre, au moment des échographies, s'il y a une annonce d'une anomalie, là il y a vraiment, elles le décrivent toutes, une suspension de l'investissement qui est très nette et qui peut se remobiliser après par un travail psychique plus ou moins douloureux, d'ailleurs de la part des femmes. Il y a certaines femmes qui disent certes j'ai eu plein d'annonces négatives, alors bien sûr il y a celles dont on va vous parler, mais ça peut être aussi d'autres, mais moi je sens que mon enfant va bien, mais ça souvent elles le disent en pleurant.
Hein, on sent que c'est lutte, c'est très défensif, c'est très compliqué pour elle. Alors, donc, cette étude qu'on a publiée dans PLOS ONE en 2012, on a appris, vous voyez, des mamans témoins, hein, où les grossesses se passaient bien, et puis des mamans où il y avait eu ces signes mineurs, et on les a vus, on les a recrutés au moment de l'annonce, mais on a fait les premiers entretiens après qu'elles aient eu, on va dire, l'examen rassurant, hein, c'est-à-dire disant que finalement tout allait bien, donc soit le cariotype qui était normal, soit une échographie qui était rassurante après, etc. Donc, il y a des choses qui peuvent, en tant qu'échographie, nous paraître banales, hein, une nuque épaisse avec cariotype normal, des hyperéligibilité du grêle, qui étaient donc isolées, on a vraiment que les cas qui étaient isolés, parce que ça on a pu constater dès qu'il y en avait plusieurs, souvent on était sur des pathologies qui devenaient avérées. Peut-être une autre précision, pourquoi on a choisi l'image, hein, parce que bien sûr il y a la question d'HT21 qui touche encore plus de femmes. Je trouvais que dans la question de l'image, on vient montrer à ces femmes et leur laisser dans leur dossier médical, voyez, la nuque épaisse, l'hyperéchogenicité, elles le voient. Hein, on leur laisse dans le dossier, ça passe de main en main. Et donc il y a une preuve, entre guillemets, même si nous on sait très bien que c'est une preuve statistique, parce que la nuque épaisse, c'est pas, il ne faut pas naître avec la nuque épaisse, on est bien d'accord. Hein. Et ça, oui, dans l'imaginaire, la représentation des femmes, elles vont regarder ça à la naissance. Alors, un des cas, c'était les autres produits des cours. La mère a regardé, une succession, elle a dit que tout allait bien après, les premiers jours, elle n'a fait que regarder le nez de son enfant. Hein. Donc ça, c'était vraiment frappant. Et voyez, ces mots qu'on dit, ces images qu'on laissent une trace aussi physique. Alors, l'HT21, bien sûr, je stresse aussi les mamans, c'est vrai qu'on est surtout plus sur un risque statistique. On ne va pas leur montrer sur leur propre enfant quelque chose qui ne va pas. Et pourquoi la plupart de ces signes mineurs sont quand même corrélés à des risques de troubles du développement neurologique. Hein. On fait quand même référence assez facilement à la trisomie 21 en particulier, et à d'autres troubles de cette nature-là. On avait gardé l'épileptasie, mais vraiment, probablement, si on avait une plus grosse population, on aurait pu sortir du fait que, bien sûr, rester stressé dans cette situation-là, mais il y avait moins d'inquiétude, puisqu'on est vraiment sur un trouble organique, où d'emblée, on leur dit que ça va être organique. Hein, ça ne touche pas au niveau cellulaire. Donc, on a fait une analyse des représentations maternelles avec un entretien qui était validé, qui s'appelle Nürnberg, développé par des Italiens. Des indices de stress avec le Collier et le Raskin, et puis on a regardé les interactions à la naissance et aux 2 mois de l'enfant. Donc, on fait rapidement, vous voyez déjà les indices de dépression, alors elles ne dépassent pas toujours le seuil hein, de pathologie, de dépression du pré ou du postpartum. Vous voyez que le niveau de dépression chez les mamans où il y a eu des soft marqueurs sont bien plus élevés que chez les autres, qu'il y a une petite diminution à la naissance, probablement sur le plan psychique, elles sont plus axées sur comment s'est passé l'accouchement, hein, c'est vraiment clairement ça dans les entretiens, et ce qui était frappant et ce qui nous a inquiété, mais qui est tout à fait logique hein, sur le plan psychodynamique, ces éléments dépressifs, ils remontent à 2 mois. Ça, on a eu, quand on a fait donc vous avez le même niveau pour l'anxiété, sachant que les niveaux d'anxiété sont supérieurs. Et chez les témoins, on en a eu quand même qui ont fait de la dépression postnatale, mais on reste sur des chiffres finalement assez habituels, hein, puisque c'est 20% hein, la dépression postnatale dans la population générale, donc c'était des chiffres tout à fait habituels. Donc depuis l'essor du dépistage anténatal conjugué à ceux de la génétique et la biologie moléculaire, est née l'illusion que tout est désormais dépistable et donc évitable, et en l'absence d'antécédents particuliers, la probabilité de découvrir une anomalie est faible. Si les parents attendent du dépistage prénatal lors du diagnostic, des résultats favorables.
Et même les parents font une échographie pour voir si tout va bien, alors même que l'échographie vise à dépister les anomalies. Une annonce est une nouvelle qui change radicalement et négativement l'idée que se fait le patient de son être ou de son avenir, et elle est toujours un traumatisme. Le but ultime est de conduire le patient à la réflexion et à construire un projet individualisé où ses choix seront respectés. Il n'existe pas d'annonce parfaite, ni stéréotypée, mais chaque soignant doit avoir conscience de l'importance de ce moment et de la nécessité de l'accompagnement. Alors, il y a deux circonstances d'annonce en anténatal qui sont distinctes, puisque si ces deux annonces sont différentes, l'accompagnement, lui, reste inchangé. L'annonce la plus fréquente, c'est l'annonce du résultat d'un examen biologique ou génétique, qui est toujours précédée d'une consultation médicale et ou génétique, ce qui fait que c'est une préparation déjà à l'annonce d'un résultat, il y a une sorte d'anticipation, à distinguer de l'annonce d'une anomalie échographique qui est toujours de découverte inopinée, avec un professionnel qui est souvent impréparé et qui est déstabilisé de sa découverte. Il va devoir alors expliquer en restant factuel sans donner de pronostic et organiser le contrôle, référencer rapidement. Alors s'il n'y a jamais d'urgence médicale à faire ce contrôle, il peut y avoir quand même une urgence psychique. Alors, ce que l'annonce n'est pas, l'annonce prénatale n'est pas une information et l'information n'est pas une annonce. L'information est différente de la communication et le devoir d'information du professionnel ne doit pas être compris en pratique comme la délivrance unilatérale d'un message qui doit prendre place dans une interaction. Dans cette interaction prend place la communication. Donc l'annonce va conjuguer information, interaction, communication. L'information, c'est l'action d'informer quelqu'un, un groupe, de le tenir au courant des événements. L'interaction est la réaction réciproque de deux phénomènes l'un sur l'autre. Et la communication est l'action de communiquer avec quelqu'un, d'être en rapport avec autrui, en général par le langage, l'échange verbal entre un locuteur et un interlocuteur dont il sollicite une réponse. Ce que l'annonce est, elle est une communication qui doit considérer l'interlocuteur comme prioritaire sur l'information à délivrer. Cette communication de qualité va permettre de gérer partiellement l'asymétrie des connaissances entre les parents et les soignants. Et la communication nécessite une écoute active, définie par l'HAS comme une écoute bienveillante, en face à face, avec reformulation des émotions et sentiments exprimés de manière verbale et non verbale. La répercussion d'une information va en faire l'annonce, et l'annonce va dépendre directement du contexte. Il n'y a pas de présupposé de l'effet de l'annonce, la réaction de chacun est unique. Alors, il faut avoir conscience, lorsqu'on est soignant, de ses propres sentiments afin de faire une annonce adaptée. Les sentiments qui sont perçus par les soignants, c'est la peur de la maladie et ou de la mort, la peur d'être désapprouvé, la peur de faire mal, le sentiment d'impuissance, l'acceptation de ses limites, le sentiment de culpabilité, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur des réactions émotionnelles. Le professionnel va alors développer des mécanismes de défense qu'il faut aussi connaître pour ne pas être délétère pour la patiente. Alors, le premier mécanisme, c'est l'identification projective, qui est un mécanisme qui vise à attribuer à l'autre ses propres sentiments, ses réactions, ses pensées ou émotions. Il permet au soignant de se donner l'illusion qu'il sait ce qui est bon pour l'autre. La rationalisation, c'est un discours hermétique et incompréhensible pour le patient. Il induit un échange sans réel dialogue. La fausse réassurance, le soignant va optimiser les résultats médicaux en entretenant un espoir artificiel chez le patient. La fuite en avant, le soignant soumis à une angoisse imminente ne trouve pas de solution d'attente et se libère de son savoir, il dit tout de suite et se décharge de son fardeau. La banalisation, le soignant va se focaliser sur la maladie et va mettre de côté la souffrance psychique du patient. Et enfin, le mensonge, il a pour objectif de préserver la patiente. En réalité, il préserve le soignant de la réaction du patient qu'il imagine ou redoute. De son côté, le patient va lui aussi développer des mécanismes de défense qui doivent être aussi connus du professionnel pour ne pas le déstabiliser. Et ces mécanismes de défense sont à respecter pour protéger la patiente de traumatismes psychiques. L'isolation, qui est la charge affective qui va se trouver séparée de la représentation à laquelle elle était rattachée.
Le déplacement, la charge affective se trouve séparée d'une représentation sur un autre. Il faut savoir pleinement écouter sans émettre de jugement hâtif. Le soignant doit rester vigilant à ce que la patiente évoque, même si cela lui paraît n'avoir aucun rapport avec l'objet de l'entretien. Pas plus tard qu'hier, je faisais une annonce d'une exencéphalie par acranie. Donc le pronostic était effroyable. On va invariablement vers une interruption médicale de grossesse. Et la patiente n'a cessé de me demander si elle allait pouvoir partir en vacances et mettre son bikini si ces formes de la grossesse allaient disparaître suffisamment pour aller se baigner en bikini. La protection agressive, l'angoisse se trouve projetée sous forme d'agressivité sur l'entourage, souvent le soignant. Il est nécessaire dans de pareilles situations pour les soignants de ne pas se tenir personnellement mis en cause. Alors personnellement, pour le vivre assez régulièrement, ça provient souvent d'ailleurs des conjoints qui ont cette réaction agressive. Et ça m'est déjà arrivé de mettre un terme à l'entretien parce que ça faisait 1 heure qu'en fait il était dans ce schéma-là et que ça devenait insupportable et pour la patiente et évidemment compliqué pour moi. La régression, elle permet aux patients de ne plus avoir à assumer les événements et de les laisser à la charge de l'autre. Dans ce cas, il serait très anxiogène de mettre le proche à l'écart et obliger la patiente à affronter seule les événements qui la concernent. Et enfin, le déni, le patient se comporte comme si rien ne lui avait été dit. Le déni se met en place face à une angoisse massive que le patient est incapable de traiter. Il est souvent partiel et transitoire. Il est nécessaire alors de laisser un peu de temps au patient. Et vous remarquerez que ces 5 étapes sont écho aux 5 étapes du deuil qui sont le déni, la colère, le marchandage, la dépression et enfin l'acceptation. Alors, en vignette clinique sur les mécanismes de défense du patient, c'est une patiente de l'hôpital Saint-Joseph. C'est Madame H, qui a 42 ans, qui est nubipare et qui est en situation irrégulière sur le territoire d'origine de l'Afrique du Nord. En anténatal, on lui annonce un risque accru de trisomie 21 avec un risque estimé à 1 sur 10 et avec un signe d'appel échographique premier qui est une nuque augmentée qui, pour ceux qui font de l'obstétrique, fait évoquer invariablement la trisomie 21. La patiente ne souhaite pas la myosynthèse, donc on fait un suivi échographique et on voit l'apparition de signes d'appel échographique en faveur d'une trisomie 21 avec une malformation rénale et un défaut de croissance. Le mari ne viendra jamais en consultation. L'information est transmise par la patiente, en tout cas c'est ce qu'elle nous dit. On ne sait pas ce qu'elle comprend puisqu'elle ne pose aucune question, n'a aucune demande, ne formule pas les informations. On ne sait pas ce qu'elle a compris ni ce qu'elle a vu. Donc finalement, moi je suis allée rencontrer cette patiente en postnatal suite à l'annonce du diagnostic de trisomie 21 et la patiente est décrite en état de sidération dans sa chambre, est-ce que c'était le cas. Donc à posteriori, parce qu'elle n'était pas venue en consultation avant, je me rends compte qu'elle a fait un déni anténatal de sur 10. Elle m'a dit qu'elle avait bien compris les informations qui lui avaient été délivrées, mais que pour elle c'était impossible, ça ne pouvait pas être ça, c'était absolument impensable. Voilà, et donc ensuite de couche, au moment de l'annonce diagnostique, elle est levée partielle du début, elle avait fait dans l'environnement cible des enfants, avec à la fois quand elle est toute seule dans sa chambre, vraiment des envies de fuite, d'abandonner son bébé à la maternité, et en même temps, lorsqu'elle est en présence de sa fille en néonate, elle a eu des interactions tout à fait adaptées, elle s'en occupe bien, il y a un investissement émotionnel qui est massif et qui est évident. Mais en revanche, elle est dans l'incapacité de voir les signes cliniques évidents, physiques de la pathologie. Voilà, et elle me dit, non, moi je la vois tout à fait normale. En revanche, elle dit que le père, lui, a vu les signes physiques de la maladie, et lui, il est très absent à la maternité en néonate, et elle dit que c'est pour une raison professionnelle, elle est entrepreneur, mais c'est probablement aussi un mécanisme de fuite par l'hyper-investissement professionnel. Je vais vous raconter un peu le contexte, mais pas assez vite finalement, parce que Madame Réquillon en a parlé. Moi, je suis sage-femme et j'ai travaillé ici avant de vous dire que ça me rajoute finalement. Et le handicap, pour moi, était quelque chose de totalement inconnu en bataillon, puisque ce n'était pas dans mes études.
après la naissance des sages-femmes libérales à l'époque, ils n'étaient pas beaucoup non plus, et donc on ne les voyait plus. Et moi, ce n'était pas du tout un sujet qui m'avait interpellée. D'autres, heureusement, un peu quand même, mais en tout cas pas celui-ci. Et quand j'ai travaillé pour l'enquête anti-gynéco, là, je me suis dit, mince, on oublie un nombre de femmes hallucinants qui sont en situation de handicap, qui sont des femmes, qui vont être peut-être des mères ou pas, en tout cas qui ont une vie sexuelle, une vie intime, et qu'on oublie des dépistages, des informations, de l'information, de la sexualité. Donc là, ça m'a quand même posé question. Après, on a mis en place le projet anti-gynéco en pratique, et là, on est en plein temps, puisqu'on fait des consultations par des sages-femmes de gynécologie dans les structures directement. Ça, c'est un magnifique projet. Et après, on a répondu à un autre appel à projet avec le réseau avec lequel je travaille, dans lequel je travaille, où là, on s'est dit, est-ce que ce ne serait pas intéressant quand même d'aller parler avec les femmes dans des espèces de groupes, on les a appelés des ateliers, qui n'ont rien de pratique, mais on aime bien le terme atelier, donc c'est vrai qu'on le met à un petit peu avec les autres. Donc d'ateliers qui vont être des ateliers de santé sexuelle et reproductive. Parce que comment on parle de reproduction sans sexualité et inversement. Moi j'ai un peu de mal à dissocier les deux. On peut faire la reproduction sans sexualité, vous allez me dire, mais n'empêche qu'il y a quand même quelque chose. Qu'est-ce qu'on appelle la sexualité? Je ne rentre pas dans le débat, je sais que je n'ai que 20 minutes. Mais en tout cas, c'est fort intéressant parce que avec ce projet-là, on s'est tous interrogés sur qu'est-ce que c'est que la sexualité pour nous, pour tout le monde. Et est-ce qu'il y a une sexualité dans le champ du handicap? Bref, on a eu des sous et on les dépense. Et on a donc fait un projet financé au début par la Fondation France, dont je vais vous parler, et puis un projet qui est un peu continué, une partie en tout cas, avec l'ARS. Elle vous l'a montré, c'est l'annuaire du projet anti-gynéco, qui a été mis aussi en ligne. Vous pouvez y accéder, vous trouvez des professionnels, des institutions, c'est du déclaratif, ça veut dire que si nous nous dit qu'on est en charge et qu'on ne le sait pas, c'est pas possible. Mais en tout cas, c'est la limite du déclaratif. Le projet de la Fondation France date de 2017, c'est de renforcer les capacités des femmes à décider pour elles-mêmes, ce qui est bon pour elles en matière de santé sexuelle et reproductive. On a mis en place 4 objectifs opérationnels. Le premier, c'était développer la participation des femmes et des associations dans une approche un peu, comme vous disait la personne d'Argo, c'est-à-dire de co-construction. C'est les personnes en situation de handicap, c'est les personnes qui connaissent le mieux leur pathologie, qui savent le mieux parler de ce qui leur arrive et de comment on peut les aider, ça c'est sûr. Comment on sensibilise aussi les acteurs du terrain, à la fois du côté médico-social, surtout les gynécos qui ne connaissent pas forcément, et à la fois les médecins, les sages-femmes, les professionnels de santé, sur le monde du handicap qui ne connaissent pas non plus forcément. Comment on favorise un discours commun aussi et une connaissance des compétences de chacun. En règle générale, on connaît très peu ce que fait son voisin et on oublie dans les discussions. Et comment on informe les professionnels aussi sur les modalités d'orientation entre le champ sanitaire et le champ social et médical. En général, c'est pareil. On ne sait pas trop à qui envoyer. Une fois qu'on voit la femme qui arrive et qui nous dit qu'elle est enceinte en situation de handicap, là, c'est tout le monde panique et qu'est-ce qu'on fait? On a mis, pour répondre à ces objectifs-là, 4 actions en place. Et donc, c'est là que je vous parlais des ateliers. Ateliers santé sexuelle et reproductive à destination des femmes en situation de handicap. Des ateliers à destination des professionnels et des aidants. On a mis en place des outils de communication, je vous en ai apporté un petit exemplaire ici, et une formation croisée. La formation croisée, c'est quoi? C'est mélanger des personnes qui ne se connaissent pas et qui ne connaissent pas ce que les autres vont faire et comment finalement cette formation les fait se rencontrer et ils échangent leur 06. C'est pas que de se rencontrer. On a créé un comité de pilotage. Alors, 3-4 réunions, on continue de se réunir si le projet continue, mais en tout cas, on échange, on rencontre d'autres personnes, c'est des moments qui sont aussi assez intéressants. 3-4 réunions par an. On a fait 3 groupes de travail. Ça n'a pas été facile de mélanger les personnes qui étaient dans le handicap psychique, mental et autisme. Chacun pensait, et à juste titre, avoir une spécificité. Sauf qu'on ne pouvait pas faire 15 minutes. Parce que le handicap visuel et auditif, ça faisait aussi 2 choses complètement différentes. Donc, ce qui a été heureusement entendu, c'est qu'on ne peut pas se voir 15 fois avant de démarrer le projet. Donc, on a créé 3 groupes. Et après, chacun dans son groupe, et ça, c'était intéressant. On a échangé, et les gens qui étaient en situation de handicap auditif ont rencontré les gens qui étaient en situation de handicap visuel et inversement. Et ils se sont aussi parlé sur des choses qui avaient peut-être en commun et peut-être pas. On a créé 2 guides ressources qui sont là
un guide pour les structures qui reçoivent les ateliers et un guide pour les femmes. En langage facile à lire, à comprendre, on a fait comme on a pu, mais on a essayé en tout cas. Après, on a construit une formation aussi avec un psychologue qui a beaucoup travaillé dans le monde du handicap, qui est aussi une troupe de théâtre, qui travaille au TRIPS, sur l'attitude et la posture du counseling. Je ne sais pas le lire. Counseling. Counseling. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quelque chose où vous êtes à égalité avec le patient et avec le soignant. Le soignant n'est pas dans une posture, je sais tout, je vais vous expliquer la vraie vie, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Grosso modo, on se rend tous compte plus ou moins que ça ne marche pas très bien, ou alors ça marche, on ne sait pas si ça marche parce qu'en général, le patient ne revient pas. Je suis alcoolique, c'est pas vrai. Je suis alcoolique, je veux arrêter de boire. Si vous me dites, si vous n'arrêtez pas de boire, vous allez mourir, je ne vais pas arrêter de boire. Je ne vais pas revenir voir la personne qui m'a dit ça. Et éventuellement, je vais faire une errance diagnostique professionnelle parce que ce n'est pas ce que je veux entendre, c'est parce que je ne sais pas ce que je peux faire. C'est comment on se sert des ressources du patient, de la patiente, de la femme, du coup, pour pouvoir, comment je peux expliquer ça, repartir avec du bagage dont il va pouvoir se saisir. Et ça prendra le temps que ça prendra. Mais en tout cas, on se rend compte que ça fonctionne bien. Et finalement, ça fonctionne aussi très très bien sur des temps très courts. C'est pas une thérapie, ça peut être en plus d'une thérapie, c'est pas une consultation médicale, mais la consultation médicale, elle peut se servir de ça. Ça change tout dans l'entretien d'être à égalité. C'est pas facile, hein. Moi, j'ai pas appris à faire ça. J'essaie d'apprendre à le faire. Dans les animations de groupe, c'est extrêmement fabuleux parce que finalement, c'est vous qui parlez moins quand vous animez un groupe parce que vous laissez parler les autres, ce que je ne fais absolument pas aujourd'hui. Donc là, on n'est pas dans du grande cérémonie. Je vous ai mis un petit peu de texte derrière pour vous expliquer un peu ce que c'était le counseling, mais bien sûr, on retrouve l'empathie, la compassion, il y a des choses qu'on connaît et qu'on fait, évidemment. C'est plutôt comme on apprend à reformuler. C'est pas facile de reformuler. La répétition, c'est pas de la reformulation, c'est beaucoup plus compliqué. Comme on dit, si j'ai bien compris, vous venez de me dire, déjà rien que ça aussi, et de le dire, et quand je le dis, j'y crois quand même un peu, et l'autre il l'entend en face de moi, c'est pas du tout pareil, ça change la donne, vraiment. Après, il faut s'entraîner, parce que je ne vais pas tomber dans la marmite quand on était petit, en tout cas peut-être la nouvelle génération va l'être, j'espère que oui, en tout cas moi, ceux de ma génération, n'est pas tombée dedans, je ne sais pas le faire spontanément. J'espère être un peu empathique à l'écoute, mais clairement, il y a des jours où je ne suis absolument pas. Donc comment j'arrive à me dire, voilà aujourd'hui, là, ça ne va pas du tout la pêche, ça ne va pas. Bon, ouais, l'autre en face, il n'est pas obligé de supporter ça. Et peut-être que je peux lui dire d'ailleurs, voilà, écoutez, en ce moment c'est la galère, bon ben voilà, on va changer de galère, peut-être que ça va bien. Et en fait, c'est ça qui est hyper intéressant. Et c'est ce qu'on disait aussi, c'est on a le droit d'être triste, on a le droit éventuellement de le dire. On ne va peut-être pas pleurer avec tout le monde, mais n'empêche que peut-être on est tous des êtres humains. Et l'autre en face, il a énormément besoin de se rendre compte que c'est aussi quelqu'un, un être humain qui va en face de lui. Et c'est pour ça que je trouve que l'égalité de rencontre est très belle. On a fait 21 ateliers avec un nombre merveilleux de 1 à 10 femmes. Donc il y avait plus d'animateurs que de femmes. On l'a fait quand même. Tant pis pour les sous, je vais la Fondation France, je n'aurais pas tout dit là-bas. C'est toujours des animations par un binôme de professionnels parce que finalement c'était aussi un petit peu dans la façon de travailler des autres ateliers du réseau. J'ai piqué l'idée et finalement je trouve que c'est pas mal parce que d'être à deux, c'est pas tout seul. Et il y a normalement, ce qu'on essaie de faire, c'est un double regard entre quelqu'un du champ plutôt médical et quelqu'un du champ psy. Ça ne marche pas du tout à tous les coups non plus parce que ça dépend des plannings de chacun. Des fois il y a 2 sages-femmes, des fois il y a 2 psys. C'est passé quand même comme ça parce que les gens sont plutôt bien vivants et ils comprennent que ça ne marche pas tous les coups dans le planning, mais n'empêche que l'idée de démarrage était quand même un binôme de professionnels avec un double regard pour les ateliers. 3 thématiques, ça a été bossé dans le comité de pilotage dont je vous ai parlé et dans chaque groupe de travail qui s'est dit, bon alors ok, on va faire ça, et on dit quoi, et on dit ça comment, et qu'est-ce qu'on a envie de dire, avec à chaque fois, normalement, au moins une femme en situation de handicap du groupe qui était concernée par un type de handicap. Alors évidemment, c'était pas elle toute seule le regard de toutes les personnes en situation de handicap, mais je peux vous dire que c'était quand même mieux que rien du tout parce qu'on avait tous nos représentations et que là, on entendait quelqu'un qui savait juste de quoi elle parlait quand même. Être une femme, vie affective et sexuelle, être parent, être mère, point d'interrogation. On a fait des ateliers pour les pros et les aidants, alors des fois que des pros, des fois que des aidants. La mixité, là aussi, elle n'était pas si simple que ça à faire. On en avait 8 de financés pour 10 à 15 personnes à chaque fois, et pareil, animé par le binôme de professionnels.
On les avait appelés sexualité et vie affective par mouvement. On en a fait 6. SABS, association de parents, il y en a, c'est ça, 6 qui ont été faits. Les objectifs, c'était de leur parler du suivi gynéco, pourquoi le faire, à quoi ça servait, et aussi surtout de la sexualité, des sujets tabous. Et ça, pour les parents, quels qu'ils soient, parler de sexualité de mon enfant, c'est super compliqué. Alors, pour ajouter le handicap, bien sûr, ça rajoute une couche de difficulté, mais n'empêche que de dire à ses parents, c'est juste la vraie vie de tout le monde, et ben ça remet un tout petit peu de bon bah ok, alors comment on peut s'entraider? Et c'est ça la force du groupe. Alors pareil, tout le monde ne peut pas être en c'est pas grave, ceux qui peuvent viennent, et après on peut refaire du lien avec ceux qui sont à l'intérieur du groupe par les animateurs en disant peut-être que moi j'ai pu aller voir ainsi, l'animateur il est là aussi pour faire du lien. Et moi aussi c'est un petit peu mon travail de rêve, je suis aussi là pour faire du lien. On a fait des évaluations parce que dès qu'on a des sous, il faut évaluer. Donc on a fait beaucoup de questionnaires. Bon, ça c'est peut-être un peu plus difficile. Le retour positif des femmes, je vous ai mis quelques exemples, elles se sont rassurées, elles peuvent parler de sexualité dans le monde du handicap. C'est en gros beaucoup interdit. C'est pas possible d'échanger sur la sexualité quand on est handicapé. Même par les professionnels qui travaillent jour et nuit avec des conditions de handicap. C'est pas juste parce qu'ils ne comprennent rien, qu'ils ne connaissent rien. La libération de la parole aussi, en tout cas, des moments d'échange libres et en tout cas sans jugement, en tout cas avec moins de jugement, on va dire. Les points abordés, je vous ai mis le consentement, les violences, la vie amoureuse, la sexualité, le désir d'enfant, la maternité. Il y a eu aussi au moment du Covid une femme qui était conseillère conjugale qui a expliqué comment on pouvait parler de non-maternité, de non-parentalité, parce qu'on met le sujet sous le tapis. Peut-être que les femmes, avec leur pathologie ou avec je ne sais pas quoi, chacun a fait de ce qu'il est, en tout cas, ne pourront ou ne voudront jamais avoir d'enfant. Le fait de ne pas en parler, c'est pire que d'en parler. Ça, c'est notre présentation. On se dit, bah, bonjour, je ne peux pas avoir d'enfant, elle est pas comme tout le monde, elle ne voulait rien dire, comme ça, moi, ça sera pas triste. Alors après, elle va choisir d'en parler ou d'en parler, et avec qui. Mais en tout cas, vous lui ouvrez la porte. Et ça, rien que ça déjà, parce qu'on n'aura jamais ouvert la porte. Bonjour à tous, je suis Fanny Morvan, je suis une des psychiatres assistantes spécialistes en psychiatrie adulte dans le pôle 14, secteur 13, le service du docteur Vacheron à l'hôpital Saint-Père. Je remercie donc Madame Vacheron et Monsieur Dubradier de m'avoir invité aujourd'hui pour vous présenter un outil unique qui est la SICO, donc la consultation d'information et de conseils et d'orientation, qui est un outil dédié aux femmes présentant des troubles psychiques et avec un désir de grossesse ou une grossesse en cours. Donc c'est une présentation qui va plutôt porter sur le handicap psychique, puisqu'on est en psychiatrie. Donc, rappel sur le handicap psychique, il a été clairement défini par la loi handicap du 11 février 2005, comme on disait ce matin, comme la conséquence d'une maladie psychique. Et cette loi, elle est intéressante parce qu'elle a distingué du handicap mental, auquel il avait été jusque-là associé, donc handicap mental qui est une altération des fonctions intellectuelles. Donc il a permis cette distinction. Quelques chiffres concernant le handicap psychique en France aujourd'hui, donc ça concerne 700 000 personnes. Dans le domaine d'allocation adulte handicapé, donc un quart sont en rapport avec un handicap psychique, et les taux d'incapacité qui sont définis dans ces attributions d'allocation sont pour 45% des cas entre 50 et 80% et supérieur à 80% dans 34% des cas. Et aujourd'hui, en 2006, l'étude qui a été montrée définissait la cause d'invalidité, la première cause d'invalidité, c'était le handicap psychique, avant les tumeurs par exemple. Donc on voit qu'aujourd'hui c'est la première cause d'invalidité en France. Alors le handicap psychique, une fois qu'on l'a défini, il faut voir les conséquences qu'il peut engendrer. Ce qu'il faut comprendre, c'est le handicap psychique, donc lié à la maladie psychique. Ils sont souvent multiples, ces handicaps, ils sont mal connus ou sous-estimés parce que mal connus des soignants ou parce que
peu rapportés par les patients qu'on rencontre, parce qu'ils sont tabous parfois. Et ce qu'il faut comprendre pour les patients suivis en psychiatrie, c'est qu'en dehors des accès soit délirants, soit dépressifs, maniaques, il reste, même quand les gens sont stabilisés sous traitement, une symptomatologie résiduelle invalidante. Donc chez des patients stabilisés qui prennent un traitement, il reste des symptômes à minima qui les invalident dans leur vie quotidienne. Et donc ça fait partie du handicap psychique rencontré par les patients dont on s'occupe tous les jours. Ces handicaps, ils peuvent être de plusieurs natures. Déjà physiques, parce qu'on donne des traitements qui peuvent parfois être sédatifs, faire prendre du poids, donner des troubles de l'érection. Donc dans tous les champs de la vie quotidienne, il peut y avoir un handicap physique lié au traitement. Les maladies psychiatriques causent aussi des troubles cognitifs qui sont persistants entre les épisodes de décompensation, troubles de concentration, d'attention. Le handicap lié aux maladies psychiques peut être aussi émotionnel, des gens qui ont du mal à gérer leurs émotions, à faire face au stress, qui peuvent présenter une impulsivité invalidante. Et le handicap il peut aussi être relationnel, c'est-à-dire, on voit dans beaucoup de troubles de la personnalité des rapports aux autres qui peuvent être compliqués, et ce rapport-là, cette difficulté relationnelle, on la retrouve aussi dans l'établissement du lien mère-bébé au tout début de la relation. Donc tous ces handicaps, ils entraînent une mauvaise qualité de vie, de la précarité, de l'isolement, un défaut d'accès aux soins, comme on le disait ce matin, et ce qui, à mon sens, est aujourd'hui un des plus gros handicaps, la stigmatisation. C'est celui qui est le plus important et celui qui est évitable, je pense. Donc deux exemples de pathologies psychiatriques. J'ai pris ces deux exemples-là parce que c'est les deux pathologies qu'on rencontre majoritairement dans la consultation psycho et qui touchent aussi des adultes jeunes, puisque la moyenne d'âge d'apparition de la schizophrénie et du trouble bipolaire, c'est environ 20 ans. Donc c'est des gens qui rentrent dans la vie active, amoureuse, sexuelle et qui ont pour certains un projet, un désir d'enfant. Donc on voit que ce sont deux maladies identifiées comme invalidantes par l'OMS, qui a un retentissement sur la qualité de vie générale avec 80% des patients schizophrènes qui sont sans emploi, 13% qui n'ont pas de logement fixe. Et voilà, on voit tous ces chiffres-là, c'est pour montrer que le handicap psychique il est majeur et qu'il invalide les gens au quotidien. Alors maintenant, pour parler de la parentalité et des troubles psychiques, il y a deux types de cas de figure. Il y a d'abord les femmes qui sont connues pour avoir une maladie psychiatrique et qui ont un projet de grossesse. Et il y a aussi des femmes qui n'ont aucun antécédent psychiatrique et qui vont présenter un épisode psychiatrique inaugural d'une maladie au moment de la grossesse ou du postpartum. Donc c'est deux cas un peu différents. Les femmes qui sont connues pour avoir un trouble psychiatrique, donc ça représente pour les patients souffrant de schizophrénie 3500 naissances par an en France. Quand ces femmes-là ont un antécédent d'hospitalisation en psychiatrie d'une durée supérieure à 3 mois, on sait que leur risque de rechute est de 25% 6 mois après l'accouchement, donc c'est un très très fort risque de rechute. Et on sait que c'est des femmes qui présenteront plus de complications physiques pendant leur grossesse. Pour les femmes qui sont suivies pour un trouble bipolaire, les chiffres sont assez alarmants parce qu'on sait que pendant le premier mois qui suit l'accouchement, elles ont un risque de rechute, donc maniaque ou dépressive, de 50 à 70%, donc ce qui est très, très important. Et que les patients présentant un trouble bipolaire seront pour 26% d'entre elles réhospitalisées dans la première année qui suit leur accouchement. Pour les femmes qui n'ont pas d'antécédents psychiatriques, l'incidence des troubles psychiatriques au moment de la période périnatale, pour la dépression, c'est comme on disait ce matin, 15%. Pour les troubles anxieux, c'est environ 10%. Et pour la psychose puerpérale, c'est 1 à 2%, en sachant que ça peut évoluer vers une pathologie psychotique chronique
faut retenir, c'est que la période périnatale, grossesse et 1 an après l'accouchement, c'est une période très à risque, à la fois de décompensation d'un trouble psychiatrique chez une femme qui a une maladie connue, et à la fois de survenue d'une maladie psychiatrique chez une femme qui n'avait pas d'antécédents connus jusqu'alors. Donc, les patientes qui présentent une maladie psychiatrique ont souvent des grossesses non planifiées, se retrouvent plus fréquemment dans une situation de précarité socio-économique, ont parfois des traitements psychotropes assez lourds, avec des comorbidités addictives qui rendent leur prise en charge assez délicate. Donc les recommandations que nous proposons pour encadrer au mieux cette période au risque de rechute ou de décompensation, c'est de renforcer le suivi psychiatrique pour les femmes qui sont déjà suivies. Par exemple, souvent, elles ont une consultation par mois, on leur propose de rapprocher à une tous les 15 jours. On rassure, on explique, on prend le temps d'expliquer aux femmes le rapport bénéfice-risque, d'avoir l'importance de prendre un traitement, par exemple, pour maintenir un état psychique stable et limiter le risque de décompensation. Il y a aussi des femmes qui ont un traitement qui n'est pas encore stabilisé, qui ont un projet de grossesse, et on leur conseille d'attendre 6 à 12 mois de stabilité du traitement et de stabilité clinique avant d'amorcer le projet de grossesse. Donc, et après, pour préparer, une fois que la femme est enceinte, pour préparer et anticiper au mieux l'arrivée du bébé, on leur conseille de choisir une maternité de niveau 2B ou 3, donc qui bénéficie d'un plateau de soins intensifs aux réanimations périnatales. Donc, voilà. Et d'informer évidemment l'équipe des obstétricales des antécédents psychiatriques et du traitement. Effectivement, donc, je vais vous parler, donc, nous allons faire une intervention à 2 voix, en sachant que mes collègues sont là, donc effectivement il y a toute l'équipe qui est là aujourd'hui. Donc le SAPPH, donc service d'accompagnement à la parentalité pour personnes en situation de handicap. Donc effectivement, comme Noël Bouradi vous l'a dit, donc pour faire très court, 1987, rencontre au sein de la PMI de l'Institut de Puriculture, qui est juste le service à côté, d'une mère aveugle et de son nouveau-né. Les choses vont se mettre en place progressivement et effectivement donc, ce service va fonctionner de façon expérimentale donc, pour répondre aux besoins de guidance de mères aveugles ou malvoyantes. Très vite on va voir aussi arriver des pères donc, dans leur fonction parentale pendant et après leur grossesse. 2010, l'ARS, enfin, donc il y a un arrêté de création et effectivement ça nous donne la possibilité de 2 choses. D'abord de poursuivre officiellement cette mission, donc la fameuse question de la pérennité était là, et aussi surtout d'étendre donc notre accompagnement aux personnes en situation de handicap moteur. Donc aujourd'hui, le service est géré par Vivecare Île-de-France. Et après donc, 8 ans de service expérimental, nous avons été nommés, reconnus ou mis dans une case. Bref, depuis le mois de janvier, nous sommes centre de ressources. File active. Alors nous sommes dans un milieu médico-social, donc nous parlons de bénéficiaires. Donc nous avons un agrément aujourd'hui pour 180 personnes. Et comme vous le voyez là, donc nous avons dans la file active 152 bénéficiaires. Ça est un partage, à peu près 52% de ces personnes présentent un handicap moteur, 45% un handicap visuel, il y a 3 personnes qui présentent un handicap auditif et 1 qui présente un handicap cognitif. 124 femmes, 28 hommes, dont 10 ont une femme valide, et il y a également 18 couples dont les 2 parents, futurs parents, sont en situation de handicap et parfois avec pas du tout le même handicap. Alors le sujet central de notre travail, vous l'aurez compris, ce sont les enfants.
Donc 161, ben non, aujourd'hui il y en a 163, c'est un nombre qui sont nés là récemment, et des enfants qui sont valides, excepté 2 ou 3. Donc, comme nous l'avons évoqué ce matin, bien des bénéficiaires connaissent des difficultés sociales importantes, massives, puisque nous avons quelques personnes qui sont effectivement sans titre de séjour et qui sont hébergées par le 115. Et aussi, donc, ces bénéficiaires ont parfois des troubles associés cognitifs ou psychiques. L'équipe. Ok. Alors, nous proposons effectivement une guidance anticipative et afin de traiter toutes les dimensions de la périnatalité, à savoir somatique, psychique et sociale, au fur et à mesure, l'équipe s'est étoffée. Donc aujourd'hui, une directrice, 3 puéricultrices, une éducatrice de jeunes enfants qui a une formation Montessori, 2 psychologues, donc une psychologue sophrologue et une psychologue neuropsychologue, une assistante sociale, une sage-femme qui pratique la langue des signes et qui travaille également à la maternité de la Pitié, donc elle fait le lien entre nos 2 services, 2 secrétaires, ça fait beaucoup de monde, et en fait on est à 6 temps plein équivalent. Donc, afin d'offrir un travail, enfin un parcours fluide d'accompagnement aux parents, nous avons construit des partenariats, un petit peu comme tout le monde, je dirais, avec des maternités, plus particulièrement la maternité de la Pitié, des Bluets, Jean Verdier, et puis on peut en citer beaucoup d'autres, des consultations génétiques, mais aussi des services de rééducation pour personnes déficientes visuelles, des services de médecine physique et de l'adaptation. Il y a un travail quotidien en lien avec les services de proximité qui sont PMI, associations de TISF, mais aussi tous les modes de garde, il y en a beaucoup d'autres. Nous travaillons aussi en lien avec l'ASE et avec des associations, APF France, AFM, la Croix-Rouge, l'UNADEV. L'UNADEV, c'est une association centrée sur les personnes en situation de handicap visuel, mais aussi avec des associations d'handiparentalité comme Être Parent, qui est une association nouvelle à Lyon. Donc, la mission. Donc, le service se donne comme objectif de proposer un accompagnement adapté, individualisé, donc de la période préconceptionnelle jusqu'aux 7 ans de l'enfant. La mission, c'est bien évidemment soutien à la parentalité et prévention des relations précoces par l'enfant. Dans cet accompagnement pluridisciplinaire, nous proposons des multiples actions qui vont être donc la puériculture adaptée, je vous en dis 2 mots après, préparation à la naissance, entretien de sage-femme, transcription des échographies, accompagnement psychologique, entretien et intervention sociale, accompagnement éducatif, scolaire, public. Nous proposons aussi, tout ça c'est souvent individuel, nous proposons aussi des groupes de parole avec une dynamique de père et danse, mais aussi des groupes thématiques qui peuvent porter sur le portage, sur l'allaitement, éveil musical, etc. Et puis, alors pour les choses un petit peu plus particulières, je dirais des choses qui ont été créées spécifiquement dans notre service. Donc c'est effectivement les transcriptions d'échographie, mais aussi les chefs de résultats transcrites, les atouts, ce qui est adaptation des jeux, des livres et plein d'autres choses, et aussi tout ce qui peut être la création de planches en relief, par exemple sur le déroulement de la grossesse. Ce sont des outils en fait qui vont permettre aux parents, futurs parents, d'être autonomes, soit dans la compréhension de la grossesse et de l'accouchement et autres, mais aussi dans leur action en direct avec leur enfant. Alors, 3 mots de la puériculture adaptée, je n'aurais pas pu quand même laisser ça. Donc c'est un peu du conseil, mais revu et corrigé par nous, donc ça donne ça. Donc la puériculture adaptée pourrait se définir comme un ajustement
de notre savoir-faire auprès des bébés pour un parent qui est l'expert de son handicap. Nous cherchons ensemble, s'il y a bien un mot, c'est bien celui-là, ensemble, la solution la mieux adaptée donc aux attentes du futur parent, tout en respectant le confort et la sécurité de l'enfant. Et là, je fais référence à Selma Fralbert qui nous a appris à considérer ce qui est possible avant de penser aux limites. Donc pendant ces séances, les futurs parents peuvent manipuler des objets, seringues, biberons et autre chose, qui sont le support de son autonomie à venir. Nous utilisons aussi donc un poupon sexué qui a le poids et l'aspect d'un nouveau-né pour repérer les gestes qui serviront d'étayage aux techniques de soins lorsque l'enfant sera né. Il s'agit de trouver le tempo qui corresponde à cette future mère, ce futur père, et de les accompagner dans ce moment de mise en scène de bébé imaginaire, tout en faisant advenir le bébé réel et d'ajuster leur rêve à la réalité. Parfois, il faut savoir agir avec prudence, trouver les mots, les gestes, le soutien pour dissiper ce réel gêné, cette crainte d'être observé, d'être jugé. Ainsi, ensemble, nous nous penchons sur ce poupon. Nous sommes dans un contexte de partage intersubjectif d'émotions, de perception de pensée, processus pour établir une alliance thérapeutique suffisamment bonne pour aider ses futurs parents à construire un environnement familial adapté aux besoins de l'enfant à naître. Voilà, moi j'ai fini. Je prends le relais pour présenter les spécificités du travail de psychologue au sein de SAPPH. Tout d'abord, pour poser les choses, ça a été longuement développé tout à l'heure. On fait face à une population qui a un risque de difficultés sociales accrues, voire de grande précarité. Ça a été évoqué ce matin par M. Demergue lors de la présentation de MoMA. Bien souvent, un isolement, un manque de soutien social, et notamment au niveau familial, un risque accru de troubles associés, notamment des troubles anxieux, des problématiques traumatiques qui émergent au fil des entretiens. Frédéric Perret a évoqué le pourcentage de violences extrêmement élevé auxquelles les populations en situation de handicap peuvent faire face. Concernant les violences sexuelles, on estime que ces personnes sont de 4 à 5 fois, ont un risque de 4 à 5 fois supérieur par rapport à la population en général. Une vulnérabilité extrêmement importante. Et puis, une période très sensible et instable, tant au niveau somatique qu'au niveau psychique, qui est la grossesse, puis après l'entrée dans la parentalité qu'on peut accompagner au sein de SAPPH. En préparant hier, avant-hier, cette présentation avec Martine, on parlait aussi de la place prépondérante finalement que le handicap tient dans les discours des parents qu'on accompagne. Le handicap mis comme une sorte de paravent, brandi comme une espèce d'explication systématique à toutes les difficultés. Et une partie importante de notre accompagnement, c'est justement de savoir faire la part des choses entre le handicap et puis d'autres types de difficultés, je pense. Pour illustrer tout ça de manière un peu plus concrète, j'ai choisi de vous présenter une vignette clinique. Avant ça, je pense que le point commun de toutes les actions qu'on peut être amené à proposer à nos bénéficiaires au sein de SAPPH, c'est une sorte de relation collaborative, que ce soit au sein de la puériculture adaptée, au niveau des adaptations de jeux, du suivi scolaire que l'éducatrice de jeunes enfants peut proposer, et au niveau de l'accompagnement psychologique aussi. Tous les professionnels du SAPPH se positionnent comme apprenants de la personne, du bénéficiaire. C'est-à-dire que, je pense assez naturellement, j'ai bien aimé, moi aussi je vais oser l'accent anglais sur le counseling, cette manière de définir les choses. Les parents arrivent comme un expert, non seulement de son handicap, et puis plus globalement de ses difficultés dans le service, et on va aller découvrir tout ça avec je pense une position basse,
Moi, j'ai toujours en tête que finalement, au bout du premier entretien, le plus j'ai l'air bête, le mieux l'entretien s'est passé. Donc je garde toujours ça en tête. Et nous, on se positionne comme conseiller finalement avec nos connaissances sur la parentalité, nos connaissances sur le développement de l'enfant.